Je vais quand même commencer par remercier l'amiral Prazuc de m'avoir invité. Pour un microbiologiste dans une conférence d'historien, dans un colloque d'histoire, c'est pas banal. Donc je suis ravi parce que ça nous ouvre quand même beaucoup de perspectives dans notre travail. Donc c'est une respiration aussi. Après, je ne sais pas si je le remercie de m'avoir mis dans un pétrin quand même assez compliqué parce que c'est quand même un problème assez insoluble. On va essayer de voir comment on a réfléchi nous sur ces questions-là. Voilà, parfait. Donc je m'appelle Raphaël Lamy, je suis maître de conférence à Sorbonne Université. Je travaille à la station marine de Banyuls, au LBBM, qui est le laboratoire de biodiversité et biotechnologie microbienne. Donc je suis microbiologiste et je vais essayer de vous montrer comment, une fois que j'ai visité le chantier grâce aussi à votre invitation, essayer de réfléchir avec mon équipe comment des microbiologistes observent cette problématique-là et en font finalement un problème assez classique d'écologie microbienne. Alors je vais commencer par déjà peut-être rappeler une donnée de base qui est peut-être pas connue de tous les historiens, c'est que les champignons sont des micro-organismes. Donc c'est bien un problème de microbiologistes, les problèmes de champignons. Alors pour les champignons qui se développent sur le bois, on distingue deux grands groupes. On distingue les groupes des champignons linicoles. C'est ce qu'on appelle les agents du bleuissement qui, eux, ne vont pas attaquer le bois. Alors, ils peuvent déprécier la valeur du bois. Ça peut empêcher, dans certains cas, la commercialisation. Par exemple, le bois d'allumette, le bois bleui ne peut pas servir à la fabrication des allumettes. Et qu'on va bien séparer des champignons dits linivores, qu'on appelle aussi les pourritures. Et c'est ce qui concerne l'herbione. Ce sont les champignons qui vont attaquer le bois. Alors c'est vrai que les champignons, on les connaît par les structures qui sont visibles, hein, c'est ce qu'on cueille en forêt. En fait, ce qu'on cueille ou ce qu'on voit, c'est les structures qui sont reproductrices, qui sont visibles à l'œil nu et qui vont permettre de diffuser les spores du champignon à l'intérieur des structures. Mais en fait, les champignons sont, avant tout, si on coupe le bois, des micro-organismes. Et on peut voir, on le voit ici sur la photographie, on a ce sont des micro-organismes qui se développent sous la forme de très fins filaments qui vont coloniser l'intérieur du bois, se développer parfois sur plusieurs mètres à la surface et à l'intérieur du bois. Et c'est pour ça que les linivores vont provoquer des dégâts importants dans les bâtiments, maisons, immeubles, comme dans les navires, puisqu'ils vont aller dégrader, se nourrir du bois pour croître. On peut avancer. Alors, dans les espèces de pourriture, il y a différentes espèces qui reflètent à la fois la diversité des espèces, mais aussi la diversité des mécanismes de dégradation de ces bois. Alors, on distingue la pourriture fibreuse, la pourriture cubique ou la pourriture molle. Alors, d'ailleurs, on devrait dire les pourritures parce qu'à chaque fois, ce sont différentes espèces avec autant de mécanismes et de physiologie qui sont impliqués. Les pourritures fibreuses ou pourritures blanches, c'est les basidiomycètes. C'est un groupe de champignons. Le plus connu, c'est le polypore des caves. Alors, eux vont s'attaquer à la fois à la cellulose, l'hémicellulose et la lignine, qui sont trois groupes de molécules qui sont très importantes dans le bois. Et la dégradation va donner un aspect blanchâtre au bois attaqué. On connaît ensuite les pourritures cubiques ou pourritures brunes. C'est ce qui concerne en particulier l'hermione. La plus connue, c'est la mérule, la Serpula lacrimans, mais il y en a d'autres, les coniophores, les lynzites. Alors souvent, c'est aussi des groupes de champignons avec différentes espèces qui, eux, ne vont pas dégrader la lignine, mais l'hémicellulose et la cellulose. Et le bois attaqué va se débiter en petits cubes, d'où le terme de pourriture cubique. Enfin, on connaît la pourriture molle, qui correspond cette fois à des champignons ascomycètes, donc d'autres groupes de champignons, comme les chaetomiums, qui, eux, vont dégrader la cellulose et qui vont avoir la particularité de se développer dans des milieux très humides. Alors, à quoi ressemble le cycle de vie d'un champignon ? Alors, il faut partir de la spore. Alors, la spore qui va se positionner à la surface du bois et germer. Et les ifs, c'est la photographie qu'on a vue tout à l'heure, les filaments fongiques vont se développer à l'intérieur du bois, vont croître sur plusieurs mètres dans le bois, la surface et à l'intérieur, jusqu'à un moment former une fructification extérieure qui va libérer de très nombreux spores. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ces fructifications, ces spores, elles vont se diffuser dans l'air ambiant et les insectes peuvent les transporter. Vous pouvez en transporter sur vos vêtements et comme vous le disiez très bien tout à l'heure, on ne va pas rendre stérile l'hermione. Donc ça reste une contrainte biologique à laquelle on ne peut pas s'échapper, la très grande quantité de spores qu'on va trouver dans l'environnement.
Ce cycle de vie, pardon, est influencé par de nombreux paramètres. C'était la diapositive d'avant, excuse-moi. De nombreux paramètres de l'environnement. Alors, les essences de bois vont conditionner aussi la pénétration des spores. On a des espèces qui sont plus ou moins résistantes. La maçonnerie, par exemple les joints ou certaines argiles peuvent favoriser la croissance des champignons, puisque par exemple la mérule peut aller prendre dans le plâtre ou dans les argiles un certain nombre de nutriments qui sont nécessaires à sa croissance. L'humidité est extrêmement importante. La lumière va jouer aussi un rôle dans la coloration du champignon, par exemple, ou bien alors dans l'apparition de certaines fructifications. La température va jouer un rôle crucial. En dessous d'une certaine température, on n'a pas de croissance, et au-dessus d'une certaine température, on va avoir fructification et pénétration des spores. Et j'ai trouvé certains papiers qui commencent à s'intéresser au rôle du microbiote du bois, c'est-à-dire aux autres espèces de bactéries et de champignons qui, dans le bois, pourraient venir réguler la diffusion des ifs fongiques à l'intérieur du bois. Ça, c'est vraiment un sujet novateur. Il y a peut-être ici des questions de recherche vraiment fondamentales qui sont très intéressantes à explorer aussi. Alors tout ça, c'est pour dire en fait qu'on ne va pas réussir à s'affranchir au final de la biologie de ces organismes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des spores qui se diffusent partout. On ne va pas rendre stérile l'hermione. La température optimale de croissance, c'est la température de navigation, sauf si vous souhaitez naviguer que dans les eaux polaires ou si vous souhaitez naviguer sous l'eau, mais ce n'est pas un sous-marin. Donc on a beau être des scientifiques, on a beau essayer de réfléchir à des solutions, on va être contraint toujours par ces éléments-là qui sont... desquels on ne peut pas s'affranchir. Alors, donc, il y a plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à essayer de comprendre la croissance de ces champignons dans différentes conditions. Donc, j'ai pris ici l'exemple de la publication de Desrochers qui recense ces différents travaux sur la mérule. Et on s'aperçoit tout de suite que l'eau, l'humidité relative et la température sont des éléments essentiels à la croissance de ces champignons. On prenait tout à l'heure le chiffre de 20%, en dessous de 20% d'humidité, il n'y a pas de croissance. C'est le chiffre qu'on retrouve effectivement ici dans cette publication. Alors pourquoi finalement l'eau est essentielle à ces champignons? C'est pour la digestion du bois. Le bois est digéré par des enzymes qui sont produites par ces champignons. Ces enzymes, elles sont extracellulaires, c'est-à-dire qu'elles sont émises à l'extérieur du champignon, et il y a besoin d'eau pour qu'elles fonctionnent, pour assurer la dégradation des molécules du bois qui servent à la nutrition des champignons. On peut avancer d'une diapositive. Alors, à partir de ce constat, qu'est-ce que les microbiologistes peuvent faire, ou ne pas faire d'ailleurs? Alors, on va commencer par dire qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, ça peut vous paraître étonnant, mais c'est vrai que, je vois Anaïs qui est dans la salle ici, Anaïs Desclos qui est à la direction de la recherche et de la valorisation à Sorbonne Université. On travaille avec beaucoup d'entreprises et souvent il y a des attentes un petit peu en décalage ou surdimensionnées par rapport aux attentes, à ce qu'on peut vraiment donner, nous, en tant que microbiologistes, comme solution à ce type de problématique. Alors la première chose, c'est qu'on ne trouvera pas de solution miracle. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne pourra pas s'affranchir des conditions de la biologie de ce champignon. On ne pourra pas stériliser l'hermione ou le sécher en quelques secondes. Ensuite, on n'a pas les compétences, nous ici à Sorbonne Université, des entreprises de désinfection. On ne gère pas des chantiers et ça a été pris de façon très professionnelle par toutes les entreprises et toute la maîtrise d'œuvre qui a été présentée tout à l'heure. On n'est pas non plus un bureau d'expertise des pathologies du bois comme le FCBA, qui permettent de faire des diagnostics normés des structures. Alors une fois qu'on a posé ces constats sur ce qu'on n'est pas capable de faire, comment est-ce qu'on peut poser les questions? En fait, la question qui se pose ici, c'est quelles équipes, quels outils sont disponibles au sein de l'Alliance Sorbonne Université et qui sont en capacité d'accompagner l'Hermione sur ces problématiques. Et plus spécifiquement, et c'était l'objet de la sollicitation de l'amiral, c'est quel est l'apport possible de la recherche en microbiologie sur ces questions-là. Alors à partir de là, je vais me permettre une petite digression pour expliquer ce qu'on fait nous dans notre équipe sur les questions, sur les interactions matériaux-micro-organismes. Donc une petite digression, mais qui me permettra ensuite de revenir à l'Hermione et qui explique aussi un peu la réflexion qu'on a nourrie sur ce sujet-là. Donc cette digression, elle commence par présenter ce qu'on fait. Nous, on s'intéresse au laboratoire, dans mon équipe, à l'encrassement biologique, c'est-à-dire l'accumulation d'organismes sur tout type de surface immergée. Alors on s'intéresse en particulier à tout ce qui pousse sur les coques de bateaux, c'est ce qu'on appelle le biofouling, et aux peintures anti-fouling qui viennent limiter la croissance de ce biofouling. Et on s'intéresse aussi aux éoliennes en mer, c'est ce qu'on discutait hier très largement. On essaie de comprendre comment on peut aujourd'hui protéger les éoliennes de cette croissance des micro-organismes sur les matériaux. Avec deux grandes questions au cœur de notre réflexion, c'est comment les micro-organismes
dont les champignons marins, vont coloniser les surfaces et impacter les matériaux? Et est-ce qu'on peut développer des méthodes de lutte éco-responsables et peu écotoxiques pour lutter contre ce biofouling? Donc vous imaginez, quand je suis arrivé avec la proposition de Christophe auprès de mon équipe, que je salue d'ailleurs au passage, dont j'ai affiché ici les membres, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors c'était pas gagné d'avance. Et puis finalement, on s'est posé, on a réfléchi, et on a réfléchi en termes d'outils. On s'est dit, est-ce que dans les outils qu'on utilise pour regarder les interactions entre bactéries, champignons et matériaux, est-ce qu'il y en a qui pourraient être utiles éventuellement à l'Hermione? Et c'était le point d'initiation de notre réflexion. Alors on utilise, nous, des outils de microscopie, beaucoup, pour essayer de voir comment les micro-organismes s'attachent sur les matériaux. Alors on avait déjà travaillé sur des bois, on s'est souvenu de ce projet en particulier à la forêt de la Massane, qui est une réserve de hêtres à côté de la station marine de Banyuls. Et pour la forêt de la Massane, on avait fait des photographies de microscopie électronique de champignons. Donc on le voit, ça correspond à tous ces filaments en fait, qui se développent ici à la surface des bois de hêtres. Ça, ce sont des filaments fongiques qu'on observe en microscopie avant qu'ils n'apparaissent visibles sous la forme de structures fructifères. On regarde aussi beaucoup avec ces techniques de microscopie, par exemple la colonisation de béton. Ici, on a des microalgues des pionnières qui colonisent des bétons qu'on met dans l'eau. Et puis, on va essayer de caractériser ces interactions sous la forme de différentes techniques de microscopie. Par exemple, ici, on va regarder comment les cellules en vert, qui sont marquées en vert ici, se développent sur le matériau et comment elles se protègent en synthétisant une matrice extracellulaire qu'on voit ici en rouge. Bref, des outils de microscopie qui permettent de caractériser le développement de ces micro-organismes. Ensuite, dans un deuxième temps, on utilise beaucoup d'approches culturales. On regarde comment on peut cultiver ces micro-organismes pour isoler des modèles pour les étudier en laboratoire, les sortir de leur milieu, les cultiver en labo et les observer en laboratoire. Donc c'est ce qu'on fait par exemple avec des bactéries. Ici, vous voyez, on a prélevé sur un matériau un tout petit peu de la surface du matériau qu'on a mis en culture, et on observe plein de micro-organismes, champignons, bactéries qui sont capables de se développer. Ça nous amène à faire des collections. Ici, on a une petite collection de champignons qu'on a fait dans le cadre d'un projet sur lequel on a testé en particulier des composés antimicrobiens qui pouvaient être intéressants. Et puis, dernière approche, c'est les approches moléculaires. Alors, c'est un peu ce qui est utilisé, ce que vous connaissez dans la police scientifique, par exemple, qui est aujourd'hui très développé dans nos laboratoires. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la diversité génétique des champignons et des micro-organismes dans l'environnement pour les caractériser. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a ce type de... On utilise ce type d'outil, un scalpel, un écouvillon, c'est de la haute technologie, vous voyez. On va gratter le matériau, et puis surtout à partir d'une très très faible quantité, c'est ça qui peut être intéressant pour la suite, à partir d'une très faible quantité, on va extraire le matériel génétique qui est présent dans l'échantillon. Ça se rapproche à ce qu'on appelle les techniques d'ADN environnemental, et puis on va aller par ce qu'on appelle les méthodes de séquençage, on va analyser ce matériel génétique, et on est capable de trouver des marqueurs à l'intérieur de cet ADN, des marqueurs de l'identité des espèces de micro-organismes. On reviendra dessus après. Alors, sur cette base-là, on s'est dit, mais peut-être que c'est ce dernier outil-là qui pourrait être utile à l'Hermione. Parce que finalement, avec une très petite quantité de matériel, on est en capacité d'avoir une méthode qui est non destructive, ou à peine destructive, c'est-à-dire juste un scalpel. On peut détecter des très petites quantités de matériel, des très petites quantités de champignons, et on s'est dit qu'on pourrait avoir ici un outil de détection précoce des contaminations, ce qui pourrait contribuer avec les autres outils qui sont développés par les experts du bois, par exemple, de limiter les infestations massives ou aussi de les détecter précocement pour les traiter en amont du problème. Alors on n'est pas les seuls à avoir réfléchi à ça, on a trouvé dans la littérature d'ailleurs ce type d'argumentation. Il existe aussi des outils de détection moléculaire avec un certain nombre de références qui étaient indiquées. Le nombre croissant de cas de mérule rapportés au Québec, parce que là c'était une publication nord-américaine, pourrait justifier l'investissement dans ces technologies, en particulier pour identifier rapidement les contaminations récentes n'ayant pas encore produit de fructification. Alors du coup, une fois qu'on est parti de ce constat-là, de cette idée-là, on s'est dit, visiblement, il y a quand même des collègues qui se sont déjà intéressés à ce problème-là. Donc on a été voir ces publications, on les a recherchées. Alors c'est des publications très, très spécialisées ici, dans Mycological Research par exemple. Alors je ne vais pas détailler toute la publication, mais on retrouve finalement exactement le principe de l'outil que je présentais tout à l'heure.
C'est-à-dire que dans ces publications qui présentent ces outils-là, ils collectent des champignons sur des bois et dans l'air. Quelques spores suffisent, quelques fragments de mycélium, quelques ifs simplement suffisent pour faire ces diagnostics. Ils les grattent avec un scalpel et un écouvillon pour récupérer quelques spores, et puis ils vont aller rechercher les marqueurs génétiques des champignons. Alors la recette, elle est indiquée dans ces papiers, la recette, elle est là. Alors pour des historiens, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais pour des microbiologistes, on arrive, nous, à partir de ces informations-là, à mettre en œuvre ces outils diagnostiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de rechercher ces séquences en présence-absence. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux encore qui ont été réalisés sur ces outils-là. Et il y a des optimisations qui sont possibles, en particulier des optimisations de quantification. Ça, c'est des choses qu'on sait faire maintenant dans nos laboratoires. Et puis, je pense qu'avec l'avancée des outils de séquençage, on pourrait aussi détecter différentes lignées de champignons et préciser leur taxonomie très probablement. En tout cas, on a les outils aujourd'hui qui existent pour détecter précocement ces champignons. Et pour conclure, donc, des protocoles et des références existent pour développer ce type de méthode. On pourrait les optimiser pour l'Hermione, et puis avec l'Hermione, et puis je pense que ça pourrait être utile à l'ensemble de la communauté scientifique, on pourrait les tester, les optimiser avec nos outils récents, avec toujours en tête d'essayer d'avoir une détection précoce de ces contaminations aux champignons lignivores. Alors ça, c'est une idée qu'on a développée, qu'on a réfléchi dans mon équipe, mais c'est des projets qui sont typiquement pluridisciplinaires. S'il y a d'autres biologistes qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que toutes les idées, toutes les bonnes volontés et des expériences dans le domaine sont bienvenues. Puis je pense que ça révèle aussi pour Sorbonne Université l'intérêt de l'alliance Sorbonne Université de l'Institut de l'Océan, justement de mettre en relation des domaines qui sont vraiment très différents au sein de notre université. Et je pense que là, si on arrivait à le faire ici, ce serait vraiment formidable pour aider l'Hermione à naviguer à nouveau. Voilà, merci beaucoup. Merci Raphaël. Donc on est passé de Louis XV à l'ADN environnemental. Est-ce qu'il y a des questions sur ce large spectre? Oui, Valérie. Attendez, il faut parler dans le micro. Merci beaucoup. Alors j'ai une question peut-être un peu de béotienne. Il existe de la mérule dans certains ports et certaines villes, notamment de la Manche d'où je viens, qui sont traitées sur les bâtiments. D'ailleurs, quand on fait une recherche d'appartement, on nous prévient, attention, cette maison, cet appartement a été traité, et c'est un facteur de décision pour acheter ou pas cette maison. Est-ce que ces traitements qui sont sur les bâtiments sont applicables, notamment sur l'Hermione, seraient applicables sur l'Hermione? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du traitement de la mérule, mais c'est les mêmes espèces en tout cas, c'est les mêmes espèces de champignons lignivores. À ma connaissance, les outils de diagnostic reposent beaucoup sur de l'observation et de la mise en culture, et les méthodes de traitement qui reposent beaucoup sur des antifongiques. Il y a plusieurs gammes de molécules possibles pour traiter la mérule, sont ceux qui sont aussi utilisés actuellement pour traiter l'Hermione. C'est les mêmes problématiques, que ce soit dans les bâtiments, dans les maisons ou sur l'Hermione. C'est des espèces proches, voire les mêmes espèces, et des méthodes. Après, il y a plusieurs gammes de méthodes qui sont vendues sur le marché. Il y a plusieurs types de produits, et tout l'intérêt des diagnostiqueurs et des sociétés qui accompagnent justement la maîtrise d'œuvre de l'Hermione, et de sélectionner aussi la bonne technologie en fonction de l'essence de bois, la bonne molécule en fonction de l'essence de bois ou de la nature du champignon qui a été identifiée. Oui, il y a aussi le problème de la pénétration dans le... Je crois que vous avez fait des essais d'ailleurs, vous avez fait des carottages et puis vous avez introduit la molécule antifongique et regardez comment elle se diffusait à l'intérieur du bois. Et je crois que sur des bois denses, par exemple, malheureusement, il faut en faire très très régulièrement, c'est très compliqué. Ouais. Les fongicides, comme les pesticides, les herbicides, ça fait partie des molécules à risque environnemental. Donc, comment c'est perçu pour ce type de traitement? Alors, c'est une bonne question aussi. Donc, effectivement, c'est des molécules qui sont dangereuses pour la santé. Je pense que sur le chantier, il y a beaucoup de précautions qui sont prises dans l'usage de ces composés. C'est ce qu'on a pu voir quand on a visité le chantier. D'une façon plus générale, ça rejoint là encore des questions qu'on se pose beaucoup ici à Sorbonne Université, c'est-à-dire d'essayer de trouver des méthodes de traitement alternatives, peu toxiques,
Je crois que là, il y a des réflexions qui sont aussi encore dans différents laboratoires, en interaction avec des chimistes, par exemple, qui sont capables de trouver, de caractériser des nouvelles molécules qui sont moins toxiques. Alors, je ne pense pas qu'on trouve ce type de molécules dans le temps où l'Hermione en aura besoin. C'est pour ça que je pense que des méthodes de diagnostic rapide seraient peut-être plus adaptées à la problématique industrielle qui se pose ici. Mais je pense que sur le long terme, c'est vraiment remplacer ce type de composés par des composés moins toxiques mais efficaces. C'est un défi scientifique aussi à relever, et je pense que c'est des choses qu'on commence à faire dans le cadre d'autres types de projets.